Quand il s'agit d'évoquer des sélections de premier plan, il n'y a aucun doute quant à la présence de certaines formations. S'il faut en citer quelques-unes, commençant par la Seleção, qui entama sa domination planétaire durant les années 50. Une décennie qui vit la Mannschaft renaître de ses cendres et l'Uruguay disparaître du premier plan. L'Albiceleste et la Squadra Azzurra brillent depuis plus d'un siècle, les Bleus et la Roja depuis quelques décennies. Quelques autres formations sont à classer dans cette catégorie, ce qui n'est pas le cas de certaines sélections qui pourtant font preuve de régularité depuis bon nombre d'années. Le Mexique n'a jamais su passer ce cap malgré le fait qu'elle soit systématiquement citée comme une nation du top 20 mondial. Le Japon continue sa progression, mais reste à franchir quelques caps pour s'imposer durablement comme un monstre du football international. Et s'il fallait citer une nation correspondant parfaitement à cette image d'éternel outsider, de second couteau respecté mais pas forcément craint, alors le Danemark en est le représentant légitime. Les Vikings ont l'habitude d'enchaîner les compétitions internationales, la plupart du temps dans la peau d'un trouble fait, jamais dans le costume de favori. Un costume taillé trop grand pour une si petite nation, mais qui fut le temps d'un été, le héros d'un feuilleton estival tourné sous le soleil de Mexico. Nous sommes en 1986, le Danemark n'avait jusque-là jamais disputé de mondial. La sélection danoise débarquait alors au Mexique avec de fermes intentions, soit supplanter les Brésiliens dans le rôle principal, celui de l'attraction numéro 1 du tournoi. Un rôle endossé provisoirement par une formation emmenée par une génération pétrie de talent qui s'imposera même durant un court laps de temps comme le favori numéro 1 du mondial. Pratiquant un jeu ultra offensif et spectaculaire, ils enchantèrent les spectateurs et téléspectateurs du monde entier avec un style de jeu totalement décomplexé, à l'image des artistes de cette sélection, toujours promptes à faire le spectacle et mettre le feu dans et hors du stade. Concluant un lent périple qui mena cette sélection des abysses du football européen au projecteur de l'Euro puis de la Coupe du Monde, ces Vikings y gagnèrent un surnom désormais devenu mythique, celui des Danish Dynamite. Dresser le portrait de la sélection danoise de sa fondation en 1889 jusqu'aux années 70 est assez simple et rapide. Le football danois ne brillait guère si ce n'est via quelques performances obtenues aux Jeux Olympiques. Médaillé d'argent du tournoi olympique en 1908, 1912 et 1960, troisième en 1948, le Danemark ne participa qu'à une seule compétition internationale, soit le championnat d'Europe 64. Mais pour se qualifier, les Vikings durent écarter les modestes sélections de Malte, d'Albanie et du Luxembourg, surprenant tombeur des Pays-Bas au tour précédent, afin d'obtenir son billet pour l'Euro, un parcours loin d'être exceptionnel. Pour le reste, le Danemark n'a jamais su faire bonne figure lors des phases de qualification pour le Mondial et le Championnat d'Europe, en terminant systématiquement aux dernières places de leur groupe. Pour remédier à ce problème, la DBU, soit la Fédération danoise de football, autorisa en 1960 les joueurs professionnels évoluant dans les championnats étrangers à pouvoir évoluer sous le maillot de la sélection. Les divisions nationales étant amateurs, de nombreux joueurs décident de s'exiler dans des championnats voisins et compétitifs tels que la Bundesliga, la First Division, l'Eredivisie ou encore le championnat belge. Parmi les futures grandes stars de la sélection ayant choisi de quitter le Danemark pour s'aguerrir et progresser, on y retrouve Allan Simonsen, futur Ballon d'Or en 1977, qui décide de rejoindre le Borussia Mönchengladbach, ou encore le capitaine Morten Olsen, évoluant au poste de libéraux en équipe nationale et qui atterrit en Belgique au club de Bruges. Mais les résultats ne sont toujours pas là et les Danois continuent d'enchaîner les revers en qualification. Pire encore, les rouges et blancs ne sont pas sérieusement encadrés. Entre absence de discipline lors des entraînements et hygiène de vie plus que déplorable, les joueurs danois se livrent à tous les excès lors des rassemblements, ne prenant aucune rencontre internationale au sérieux.
La fédération décide alors de réagir et après avoir professionnalisé le championnat danois en 78, la DBU se tourne vers son homologue allemand afin de s'attacher les services d'un entraîneur adepte des méthodes disciplinaires allemandes. Plusieurs noms sont alors proposés, dont celui d'Udo Lattek, à la tête du Borussia Mönchengladbach, récent finaliste de la Coupe des clubs champions, où évolue un certain Allan Simonsen, que l'on a évoqué précédemment, ou encore Eckhard Krautzun, globetrotter qui occupa une trentaine de bancs différents durant sa carrière d'entraîneur. À la surprise générale, c'est finalement un autre entraîneur allemand, relativement méconnu, qui sera retenu par la fédération danoise et qui prendra ses quartiers le 1er juillet 1979. Et l'euro élu se nomme Sepp Piontek. Ancien sélectionneur d'Haïti entre 76 et 78, ce jeune entraîneur de tout juste 39 ans comprit qu'il devra allier discipline et rigueur dans les entraînements, avec beaucoup de laxisme en ce qui concerne l'hygiène de vie des joueurs et leurs activités extrasportives. Pour l'anecdote, afin de verser un salaire conséquent et justifié au nouveau sélectionneur, et pour fêter l'arrivée du professionnalisme au Danemark, la DBU conclut un contrat de sponsoring avec la marque de bière Carlsberg à hauteur d'1 million de couronnes danoises. Mais cette arrivée inquiéta plusieurs joueurs, à commencer par le buteur Preben Elkjær Larsen, joueur talentueux mais dilettante habitué aux frasques et aux soirées nocturnes. La première année de Piontek à la tête de l'équipe fut d'ailleurs une année d'observation et d'expérimentation. Plusieurs mesures sont mises en place afin de recadrer l'équipe tout en maintenant un cadre ludique. Par exemple, un système d'amende est instauré afin d'éviter que les joueurs n'enfreignent les règles établies par Piontek, telles que le couvre-feu pour stopper les fugues nocturnes ou encore les retards à l'entraînement. La somme de ces amendes était utilisée afin de fêter un événement lié à un joueur ou à la nation danoise. Aussi, le camp d'entraînement fut délocalisé depuis le siège luxueux de la fédération danoise vers un huis clos bétonné et entouré de clôtures en fil de fer barbelé. Il s'agit de la Idrettenshus, soit la maison des sports. Enfin, pour que l'équipe soit plus mature et mieux encadrée, Sepp Piontek a désormais l'autorisation de lui-même sélectionner ses joueurs, sachant que la DBU s'était attribuée depuis sa création l'entière responsabilité du choix des joueurs convoqués. Piontek n'hésita pas à écarter le gardien titulaire Birger Jensen pour avoir manqué un rassemblement, ou de déposséder l'ex-ballon d'or et très discret Allan Simonsen de son brassard de capitaine afin de le transmettre au libéraux Morten Olsen, bien plus caractériel et craint par les joueurs. D'ailleurs, cette dernière mesure sied tant aux deux protagonistes qu'aux autres joueurs de la sélection. Grâce à ces mesures, dont la plupart ne sont que symboliques, le ton est donné et les joueurs scandinaves, un brin taquin avec leur sélectionneur en raison de son fort accent allemand malgré des efforts en langue danoise, acceptent les conditions appliquées par Piontek. Des joueurs constituant une génération talentueuse qui finira par devenir au fil des années la génération dorée de cette sélection danoise. Piontek peut alors s'appuyer sur des joueurs évoluant pour la très grande majorité à l'étranger, avec notamment une petite colonie à l'Ajax Amsterdam, puisque Frank Arnesen, Søren Lerby ou encore Jesper Olsen y évoluent aux côtés du revenant Johan Cruyff. C'est de cette même équipe de l'Ajax que Piontek s'inspire au niveau de sa mise en place tactique. Un football total avec une possession favorable aux Danois, l'objectif étant d'épuiser les adversaires, sachant que les Scandinaves peuvent compter sur une panoplie de milieux de terrain très à l'aise techniquement. C'est d'ailleurs pour cette raison que Piontek préféra aligner 5 milieux de terrain afin de former un 3-5-2 plutôt flexible, puisqu'en phase défensive, la formation peut également passer en 4-4-2 en cours de match, en faisant reculer d'un cran un milieu axial, ainsi qu'en 1-3-3-3 en repositionnant un défenseur central au poste de libéraux, en l'occurrence Morten Olsen, et en faisant descendre d'un cran un milieu axial, tandis qu'un autre milieu axial se porte en soutien de la doublette d'attaquants, pour finalement se rapprocher du système habituel proposé par les Néerlandais durant les années 70. Enfin, à la différence des Hollandais, les Danois pratiquent un jeu plus direct, plus risqué, quitte à se découvrir en défense, sachant que le repli défensif ne concerne pas les attaquants et que les milieux de terrain sont chargés de presser haut dès la perte de balle, afin de se retrouver en surnombre en cas de récupération. Le premier grand test de la sélection danoise concerne la campagne de qualification pour le mondial espagnol de 1982. Dans un groupe composé des futurs champions du monde italiens, de la Yougoslavie, de la Grèce et du Luxembourg, les Scandinaves ne partent pas favoris, mais espèrent gagner de l'expérience et obtenir quelques résultats significatifs. Pour son premier match face à la Yougoslavie, les Rouges et Blancs réalisent une entame de match parfaite, en menant 1-0 dès la 6e minute de jeu sur penalty, mais craquent par 2 fois en première période, laissant finalement la victoire au Plavie. S'ensuit 2 autres défaites face à la Grèce et l'Italie, annihilant définitivement toute chance de qualification pour le mondial dès le 3e match.
Mais l'année 1981 sera une année charnière pour la sélection qui remportera 9 de ses 10 matchs disputés en tout cette saison-là. En ce qui concerne les éliminatoires du Mondial 82, les Danois gagneront leur double confrontation face au Luxembourg avant de créer la surprise en dominant nettement les Transalpins sur le score de 3-1 au cours d'une rencontre rythmée de bout en bout par une générosité propre aux Scandinaves, bien que les différences se firent grâce à des individualités. C'est d'ailleurs l'une des marques de fabrique de cette formation. La qualité technique et l'explosivité des Arneson, Lerby et consorts permettent à ces derniers de facilement se débarrasser de leur vis-à-vis via des enchaînements de dribbles, de provocations 1 contre 1 ou de longues chevauchées, sachant qu'à cette époque, la plupart des formations pratiquaient le marquage individuel, mettant en difficulté les défenseurs adverses face à de si bons techniciens. Très efficace en contre-attaque et sur coup de pied arrêté, la circulation du ballon et la construction au milieu de terrain restent encore friables, bien que l'on ait quelques combinaisons, notamment en une touche de balle. Ce match référence face à l'Italie reste encore aujourd'hui considéré comme le point de départ de l'éclosion sur la scène internationale des Danish Dynamite. Les Danois clôturent leur campagne par une défaite face aux Yougoslaves et une victoire face aux Grecs pour finalement terminer 3e au classement final. Malgré ce relatif échec, les Scandinaves réaliseront un 5 sur 5 lors de leur campagne de matchs amicaux, battant respectivement la Roumanie, la Suède, la Finlande, l'Islande et la Norvège. Ces prestations ne laissèrent pas indifférents les autres sélections européennes, étonnées par les résultats de cette petite nation n'ayant aucun précédent sur la scène internationale et qui propose un jeu spectaculaire. Pourtant, l'alchimie créée entre joueurs expérimentés tels que le capitaine Morten Olsen et la fougue apportée par de nouveaux arrivants à l'image du néo-pro Mikael Laudrup ou de la nouvelle star Jesper Olsen se ressent sur le terrain ainsi qu'en dehors, les joueurs ayant su s'adapter aux exigences du sélectionneur Piontek tout en gardant un esprit amateur, frôlant parfois l'insouciance. Dès lors, tous les titulaires de la sélection commencèrent à s'imposer au sein de grands clubs étrangers, donnant paradoxalement tort au sélectionneur qui ne croyait pas une seule seconde à la réussite de ses joueurs lors de son arrivée à la tête des Rouges et Blancs en raison de leur attitude non professionnelle. C'est donc en toute logique que le Danemark se présente en tant qu'outsider pour une qualification pour le prochain Euro disputé en France. Tombé dans un groupe comprenant l'Angleterre, la Hongrie et de nouveau la Grèce et le Luxembourg, seule la première place permet l'obtention d'un ticket pour le championnat d'Europe 1984. Et la première rencontre est un véritable défi pour les Scandinaves, qui affrontent une sélection anglaise invaincue lors du mondial espagnol, mais en plein remaniement depuis l'arrivée de son nouveau sélectionneur, Bobby Robson. Après un but encaissé dès la 6e minute de jeu, les Danois confisquent le ballon et harcèlent le but adverse en se projetant systématiquement vers l'avant, quitte à avoir régulièrement recours au jeu long, l'attaquant Preben Larsen étant imbattable dans le jeu aérien avec son 1m82. Les Scandinaves pêchent dans la finition, mais ils seront pourtant récompensés à la 70e minute en obtenant le pénalty de l'égalisation, transformé par Allan Hansen. Cette avance sera de courte durée puisque'11 minutes plus tard, les Anglais marquent de nouveau sur corner cette fois-ci, ce qui n'enterre cependant pas les espoirs danois malgré la maladresse des attaquants face au but durant cette rencontre et l'abus de jeu long. Il faut attendre la dernière minute du temps réglementaire pour que le miracle se produise avec un exploit individuel signé Jesper Olsen. Oh, nej, 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 nej! Kun sådan noget genialt kan overliste Peter Shilton åbenbart. Un exploit propulsant Olsen au premier plan de la sélection danoise et qui enclenche définitivement la dynamique des Danish Dynamite. Les Rouges et Blancs réalisent ensuite un sans faute face aux 3 autres sélections avant de retrouver le 21 septembre 83 l'Angleterre pour un match décisif. 2 semaines plus tôt, les Danois surprirent une nouvelle fois en dominant lors d'un match amical une équipe de France méconnaissable sur le score de 3-1, une équipe de France faisant à cette époque fantasmer les supporters danois très sensibles au beau jeu, le carré magique des Bleus étant alors une référence à l'échelle planétaire. C'est dans le mythique stade de Wembley que les Danois obtiendront l'une des victoires les plus retentissantes de sa génération dorée, avec une prestation de haut niveau offerte par les Scandinaves. Les changements de rythme incessants de son quatuor offensif Laudrup, Olsen, Simonsen et Berggren déroutèrent la défense des Three Lions, qui céda sur un penalty obtenu à la 37e minute et transformé par Allan Simonsen.
Le score n'évolua pas, bien que les Danois eurent la possibilité d'aggraver le score à de nombreuses reprises, ce qui ne fut pas les cas des Anglais, qui ne cadrèrent qu'une seule frappe dans le match, et ce à la 90e minute. Une prestation suivie par plus de la moitié de la population danoise, scotchée devant leur téléviseur, pour admirer les exploits d'une sélection qui se dirige droit vers une qualification historique, chose qui se fit lors de l'ultime journée avec une victoire 2-0 face à la Grèce. Une qualification historique qui permet à cette sélection de disputer sa seconde compétition internationale, 20 ans après sa précédente participation à la phase finale de l'Euro 64. Mais après un parcours en qualification de haute volée, qui plus est face à des adversaires expérimentés à l'image de l'Angleterre et de la Hongrie, et surtout en proposant un jeu offensif et efficace, le Danemark se positionne comme un outsider crédible malgré son inexpérience dans les compétitions internationales. C'est un complexe mais avec peu de certitude en raison d'une campagne de matchs amicaux ratée, dont un revers 6-0 face aux Pays-Bas que les Danois abordent cet Euro 84, disputé en France. Dans un groupe composé du pays hôte, de la Belgique et de la Yougoslavie, l'objectif annoncé est d'engranger de l'expérience et de faire vibrer un public viking venu en nombre en terre gauloise, les supporters se démarquant de par leur enthousiasme, leur forte consommation de bière et leur fair play, au point de se surnommer les Rolligans, soit l'exact contraire du mouvement hooligan qui gangréna le football européen en cette décennie. La première confrontation voit le Danemark et la France s'affronter en match d'ouverture. Les Bleus jouent à domicile et peuvent compter sur un Parc des Princes étonnamment en grande forme, sachant que leur meneur de jeu Michel Platini sort d'une excellente saison à la Juve et que les hommes d'Hidalgo sont annoncés comme les grands favoris de la compétition. Mais les Danois ont leur mot à dire, surtout qu'un an plus tôt, la victoire leur revenait en amical sur le score de 3-1. Le sélectionneur du Danemark Sepp Piontek aligne une équipe compacte, évoluant en 3-5-2 avec Morten Olsen au poste de libéraux, un marquage individuel effectué par Klaus Berggren sur Michel Platini, un meneur de jeu en la personne d'Allan Simonsen, et un duo Laudrup-Larsen à la pointe de l'attaque, qui n'hésiteront pas chacun à leur tour à dézonner et à porter du surnombre sur les ailes, en cherchant à combiner avec les pistons Bertelsen et Soren Lerby, et par la même occasion venir repiquer vers l'intérieur, soit via des 1-2, ou tout simplement en provoquant individuellement balle au pied. La densité au milieu de terrain danois permet non seulement de contenir le carré magique aligné naturellement par Michel Hidalgo, mais également de maximiser la possession et les combinaisons au milieu de terrain, même si les Danish Dynamite se démarquent en cherchant systématiquement à se projeter vers le but adverse, quitte à perdre la possession, et ce en multipliant les appels et les décrochages afin de combiner. Alors que l'on s'attendait à une opposition de style, et surtout à du football spectaculaire et plaisant à regarder, ce fut tout l'inverse qui se produisit, avec un jeu rugueux pratiqué par les deux équipes et peu de prise de risque de part et d'autre. Les plus grosses occasions se présentent alors sur coup de pied arrêté, mais Joel Batz pour les Bleus et Oleg Vist pour les Danois maintiennent le score à 0-0. Ce furent des faits de jeu qui marquèrent malheureusement les esprits ce soir-là. À la 43e minute, le défenseur Yvon Leroux et Allan Simonsen se télescopent lors d'un duel au sol. Simonsen se fracture le tibia, soit une grosse perte pour le milieu de terrain, ce dernier étant le maître à jouer de cette formation et jusque-là le plus efficace sur le terrain dans cette rencontre. La délivrance arrivait néanmoins pour l'équipe de France qui ouvre la marque à la 78e minute par l'intermédiaire de l'inévitable Platini. Et le malheureux Twist trompé par un rebond. 9 minutes plus tard, la France termine à 10 suite à l'exclusion de Manuel Amoros, littéralement sur un coup de tête. C'est les émotions. Le score n'évolua pas et les Scandinaves furent défaits pour leur premier match dans ce tournoi, avec en prime la blessure de leur meneur de jeu Simonsen. Pour le second match, les Danois retrouvent la Yougoslavie, qui fut défait 2-0 par les Diables Rouges lors de leur premier match de poule. Pour rester en vie dans la compétition, les Scandinaves doivent absolument l'emporter. La blessure du maître à jouer Simonsen oblige Piontek à changer de schéma de jeu. Évoluant ainsi en 1-3-4-2 avec un défenseur supplémentaire, les Danois optent pour un jeu plus direct en misant sur les déséquilibres individuels des joueurs de couloir. Et dans un match où les grosses occasions se comptent en dizaines, ce sont les Vikings qui se montrent les plus réalistes. Un véritable festival offensif ponctué par 5 buts inscrits dans cette rencontre. Le Danemark égale ainsi un record, soit le plus grand écart jamais obtenu dans l'histoire de la compétition, record détenu par la France 3 heures plus tôt face à la Belgique. C'est justement face aux Diables Rouges que le Danemark joue sa place en demi-finale. En cas de victoire ou de match nul, les Scandinaves se hisseraient dans le dernier carré de la compétition.
Piontek décide de tout miser sur l'attaque en conservant le même schéma de jeu que lors du match précédent, avec cependant un bloc défensif positionné plus haut sur le terrain. Mais l'affaire débute mal avec dès le premier quart d'heure un pénalty non sifflé pour une faute sur Elker Larsson dans la surface belge. À la 26e minute, Jan Koelmans bat Ole Kvist et permet à la Belgique de mener 1-0. Frank Arnesen se voit refuser un but pour hors-jeu tandis que les Belges doublent la mise à la 39e minute sur une incroyable volée du milieu axial, Frank Verkouteren. Alors là, c'est la surprise. Mais c'est avec orgueil que les Danois réagissent par l'intermédiaire de leur buteur Preben Larsen, qui obtient un pénalty 2 minutes seulement après le but du 2-0. Frank Arnesen convertit son pénalty et permet au Danemark de rentrer au vestiaire en étant désormais mené que d'un but. Pour valider leur billet pour les demi-finales, les Vikings doivent alors inscrire une seconde réalisation. L'opération remontada est efficace puisque la délivrance arrivait à l'heure de jeu sur un coup de tête rageur signé Kenneth Brill. Très beau but des Danois sur cette... La Belgique pousse alors pour marquer à nouveau et la partie se transforme en champ de bataille. Les Diables Rouges s'exposent ainsi au contre-danois et vont finalement s'incliner en fin de match sur un bel enchaînement de Preben Larsen. Formidable numéro de Larsen. Et cette fois, le Danemark est en demi-finale. 3-2 pour le Danemark, le score en restera là et les hommes de Piontek atteignent 20 ans après de nouveau le dernier carré du championnat d'Europe, cette fois-ci après avoir écarté des nations bien plus relevées. La demi-finale Danemark-Espagne restera dans les annales du championnat d'Europe pour la qualité de jeu proposée lors de cette rencontre. Il s'agit là d'une véritable opposition de style entre une équipe agressive, très technique et portée exclusivement vers le but adverse, et une sélection au rythme bien plus lent, au jeu de passe plus développé et doté d'un des meilleurs gardiens au monde, Luis Arconada. Dès la 7e minute de jeu, Arconada est sollicité sur une tête lobée de Frank Arnesen, mais Soren Lerby, esselé au second poteau, reprend le ballon de volée et permet aux Danois de mener 1-0. Le match s'équilibre ensuite et l'Espagne réussit finalement à égaliser après plusieurs tentatives à la 67e minute. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager durant le temps réglementaire, ni durant les prolongations, fatales à Klaus Berggren qui sera exclu en recevant un second carton jaune à la 107e minute. La sentence tombera au terme d'une séance de tir au but indécise. Tour à tour, les joueurs convertissent leur penalty et il ne reste plus qu'une tentative de part et d'autre. Preben Larsen, confiant et adepte de cette spécialité, s'élance alors face à Arconada. Ce dernier manque le cadre et dans la foulée, Sarabia convertit son tir au but et élimine le Danemark aux portes de la finale, les privant d'une revanche face aux Bleus. Larsen et Berggren furent cependant rapidement pardonnés pour leurs erreurs par les supporters danois, fiers du parcours improbable réalisé par leur équipe. Preben Larsen fut d'ailleurs récompensé cette année-là en terminant 3e du Ballon d'Or, après avoir quitté le club belge de Lokeren en terminant meilleur buteur de l'histoire du club. La saison suivante, il cartonnera à l'Hellas Vérone ainsi qu'en sélection et sera le principal acteur du Scudetto remporté par les Véronais, pour cette fois-ci terminer second du Ballon d'Or derrière l'intouchable Platini. Le Danemark espère désormais une qualification pour la prochaine Coupe du Monde se déroulant au Mexique, qui accueille la compétition en lieu et place de la Colombie, initialement retenue comme pays hôte, mais qui dut se résoudre à abandonner cet ambitieux projet pour manque de ressources financières et de temps. Les Danish Dynamite héritent d'un groupe plutôt relevé puisqu'ils affrontent l'URSS, la Suisse, la Norvège et l'Irlande, qui est à l'aube d'entamer son âge d'or. Pour illustrer le parcours des Danois, voici quelques chiffres intéressants au sujet de cette campagne. Le Danemark inscrivit 17 buts en 8 matchs, dont 8 pour le seul Preben Larsen, qui termine d'ailleurs meilleur buteur des qualifications de toute la zone Europe. Les Scandinaves obtinrent un décevant 0-0 face à la Suisse, soit l'un des 4 matchs nuls et vierges obtenus par le Danemark, sur plus de 100 matchs disputés entre 1980 et 1988. Enfin, le Danemark l'emporta 4-2 face à l'URSS, dans ce qui est considéré encore aujourd'hui comme la prestation la plus aboutie réalisée par les hommes de Piontek. Nous sommes alors le 5 juin 1985, soit un peu moins d'une semaine après le drame du Heysel. L'Europe du football s'émeut de cette tragédie, une Europe qui voit son jeu devenir de plus en plus agressif, tant dans les tribunes que sur le terrain.
Un jeu lent et agressif, soit tout l'inverse de ce que proposent les Danois, notamment lors de cette partie, considérée comme l'une des plus belles de toute la décennie. Le Danemark va alors perfectionner son art en offrant un véritable récital de football moderne. La vitesse de projection des joueurs danois, couplée à un jeu en une touche de balle et une finition chirurgicale, auront raison des soviétiques et du portier Rinat Dazaïev, qui encaissa 4 buts inscrits par le binôme Larsen-Laudrup. Mais cette rencontre met également en avant les difficultés de la défense danoise, qui s'incline à 2 reprises et notamment sur une superbe réalisation signée Oleg Protasov. Un match d'une intensité rare qui vit les 2 équipes multiplier les grosses occasions en jouant un football totalement décomplexé. Cette prestation ne passe toutefois pas inaperçue et l'Europe du football commence à admettre que cette équipe danoise n'est plus un simple trouble-fête, mais bien un sérieux outsider pour le mondial mexicain. Car après les exploits réalisés à Wembley, face à l'Italie ou l'Angleterre, après la prometteuse performance réalisée par ces Vikings généreux dans l'effort lors de l'Euro 84, le Danemark ajoute à son tableau de chasse une solide performance, qui plus est face à une formation soviétique qui terminera par la suite finaliste du championnat d'Europe 88. Bien que les matchs de préparation pour le Mondial 86 soient comme en 84 décevants, avec de tristes défaites face à la Bulgarie et la Norvège, les joueurs danois engrangent de la confiance à titre individuel, la plupart sortent alors d'une saison réussie en club, à l'image de Morten Olsen, Søren Lerby, Frank Arnesen et Mikael Laudrup, champions nationaux dans divers clubs européens. Les joueurs se connaissent depuis plusieurs années et l'effectif est expérimenté, une grande majorité des joueurs ont aux alentours de 30 ans. Sepp Piontek décide par ailleurs de réintégrer le discret mais très populaire Allan Simonsen dans le groupe, mal remis de sa blessure 2 ans plus tôt lors de l'Euro et en méforme pour le remercier de son apport au football danois, geste salué par l'ensemble des joueurs et supporters. Un choix qui vise également à apporter de la sérénité à un collectif certes soudé mais parfois dissipé. Aussi, cette équipe ne marqua pas les esprits exclusivement sur le terrain. Afin de supporter la sélection danoise, un défi fut lancé au lecteur du quotidien national Ekstrabladet. Écrire une chanson pour accompagner la sélection au prochain mondial et qui sera chantée par les joueurs eux-mêmes en compagnie du groupe Dodo. Résultat, le tube Recepten termine l'année en tête des charts danois et finit dans les premières places du hit parade dans toute la Scandinavie. Encore aujourd'hui, cette chanson est parfois reprise par les supporters lors des rencontres de la sélection. Au passage, mention spéciale à Frank Arnesen, nouveau meneur de jeu de la sélection et joueur clé de l'équipe, qui chante le premier couplet en solo. Enfin, pour marquer encore plus le coup, les hommes de Piontek présentent leur nouveau kit de maillot pour le Mondial 86 lors d'un défilé improvisé sur un plateau télé. Un maillot confectionné par la marque danoise Hummel, qui dénote totalement avec ce qui se faisait à cette époque, suscitant toutes sortes de réactions de la part de la presse et des spectateurs. Pourtant, de nombreuses marques et sélections s'inspirèrent de ce maillot, prenant ainsi plus de liberté dans les motifs, à l'image des Pays-Bas et de l'URSS lors de l'Euro 88. Le tirage au sort ne fut guère favorable aux Danois, qui héritèrent alors de la RFA, finaliste du dernier mondial, de l'Uruguay, vainqueur de la dernière Copa América, et de l'Écosse, entraînée par un certain Alex Ferguson. Le sélectionneur uruguayen Omar Borras parlera alors d'un groupe de la mort, expression reliée par de nombreux médias lors de ce mondial, et qui est désormais systématiquement utilisée à chaque grande compétition. Quant au sélectionneur Sepp Piontek, ce dernier reste confiant quant aux chances de sa sélection qui participe alors à sa première Coupe du Monde et reprend l'ossature de l'équipe demi-finaliste au dernier championnat d'Europe avec un 3-5-2 où l'on retrouve Troels Rasmussen dans les buts, Morten Olsen au poste de libéraux, devancé en défense centrale par Ivan Nilsson et Søren Busk, une arrière-garde qui par son expérience et son sens du placement parvient à combler une certaine lenteur, ce qui risque toutefois de les mettre en difficulté lors des transitions défensives, sachant qui plus est que cette formation évolue assez haut sur le terrain. En phase offensive, Morten Olsen se porte pratiquement au niveau des milieux de terrain afin de les soutenir dans la création du jeu. Au milieu de terrain, le solide Jens Jorn Bertelsen se charge de la récupération et de soutenir les milieux créatifs, avec dans les couloirs les rapides et excellents dribbleurs Søren Lerby et Jesper Olsen, tandis que Frank Arnesen, dans un rôle de meneur de jeu positionné dans l'axe, se charge de la distribution et de l'orientation du jeu.
Il peut compter sur le soutien du trequartista Mikael Laudrup, véritable poison dans les défenses adverses en nette progression, qui peut également évoluer au poste d'attaquant, aux côtés du buteur Preben Larsson, finisseur de cette équipe et excellent dribbleur, qui n'hésite pas à décrocher pour libérer des espaces et apporter de la percussion et du surnombre au milieu de terrain, et dont les qualités physiques lui ont valu un surnom flatteur, soit celui du bison. Larsson sera d'ailleurs associé à Klaus Berggren, rapide et véloce attaquant se chargeant de dévier les ballons pour Larsson et Laudrup grâce à son jeu aérien et qui excelle dans le pressing en étant le premier défenseur de son équipe. Piontek n'hésitera pas non plus à interchanger les postes entre Berggren et Laudrup en cours de match afin de solidifier le milieu de terrain en phase défensive. Justement, en phase défensive, l'équipe passe en 1-3-3-3 avec Bertelsen se positionnant en défense centrale et Laudrup ou Berggren se positionnant sur la ligne d'attaque afin de presser très haut le porteur du ballon adverse, sachant que cette formation privilégie le contre-pressing à la perte de balle, voire en 1-3-4-2 dans le cas où soit Laudrup soit Berggren restent au milieu de terrain. L'équipe peut également se repositionner dans un 1-4-3-2 avec le repli défensif des latéraux et le repositionnement de Morten Olsen derrière les centraux, même si cette dernière disposition n'est pas la plus adaptée en raison du replacement défensif assez lent de la part des pistons, libérant ainsi beaucoup d'espace sur les ailes, sachant que Lerby et Olsen sont d'assez mauvais défenseurs. Cette flexibilité tactique permet néanmoins au Danemark de solidifier sa défense si la situation l'oblige. Concernant l'animation offensive, les Danish Dynamite restent fidèles à ce qu'ils proposent depuis plus de 6 ans, avec beaucoup de mouvements et de décrochage ou dézonage afin de libérer des espaces pour les artificiers de cette équipe, du déséquilibre individuel via la qualité de percussion et de dribble des joueurs offensifs, pour la plupart d'entre eux très explosifs, sans parler des changements de rythme incessants de la part de cette formation, sachant que de nombreuses sélections à cette époque adoptaient un jeu certes technique, mais très lent en comparaison avec nos standards actuels, et parfois même prévisibles. C'est donc sous le soleil de Mexico que le Danemark aborde sa toute première rencontre de Coupe du Monde en disputant son premier match face à l'Écosse le 4 juin 86 au stade Nessa 86 situé dans la banlieue est de la capitale. Pour son entrée en lice dans la compétition, les Danois font jeu égal avec une surprenante formation écossaise menée par son indéboulonnable capitaine Graham Souness. Dans une rencontre équilibrée qui voit les deux équipes se créer de nombreuses occasions sans réussir à les convertir, un but de Larsson en seconde mi-temps suffit au Danemark pour l'emporter, bien que les Écossais méritaient un point, notamment en raison d'un but injustement refusé pour hors-jeu, malgré le fait que cela se joue à quelques millimètres. L'Uruguay et son meneur de jeu Enzo Francescoli font désormais face au Danemark, et une victoire suffirait pour que les Scandinaves accèdent aux huitièmes de finale. Adeptes d'un jeu rugueux voire violent, l'Uruguay dominait le football sud-américain au cours de cette décennie et fait figure de candidat crédible au quart et finale de la compétition, bien qu'elle soit l'une des sélections les plus détestées outre-Atlantique pour le jeu qu'elle pratique et son arrogance, personnifiée par son sélectionneur Omar Borras, sorte de Raymond Domenech local. J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort. Mais personne n'aurait pu prédire le scénario qui se déroula en cet après-midi du 8 juin 86. D'entrée de jeu, les Danois mettent la pression sur la défense uruguayenne et le duo Laudrup-Larsen trouve la faille dès la 11e minute de jeu, la défense uruguayenne errant littéralement sur la dernière passe de Laudrup. 8 minutes plus tard, le milieu de terrain Miguel Bossio, déjà averti quelques minutes plus tôt, tacle en retard Frank Arnesen et laisse ses coéquipiers à 10. La sanction paraît sévère, mais elle se justifie par l'attitude des Uruguayens face à la RFA, beaucoup trop violent et ne produisant pratiquement aucun jeu. À 11 contre 10, les changements de rythme incessants des milieux et attaquants danois mettent à mal la défense de la Céleste, qui craque de nouveau à la 41e minute. Mais juste avant la mi-temps, Enzo Francescoli, seul joueur sud-américain surnagé durant ce match, obtient un penalty qu'il transformera lui-même. Les Uruguayens peuvent croire au miracle alors que la mi-temps est sifflée. Mais la seconde période tournera nettement à l'avantage des Danois, qui offriront un véritable récital de football. Occupant toute la largeur du terrain, les Danois confisquent le ballon durant les 40 dernières minutes du match et se projettent systématiquement vers le but adverse en combinant astucieusement et en faisant preuve d'une superbe aisance technique. Le Danemark atomise l'un des outsiders de cette compétition et se positionne à ce moment précis comme un prétendant à la victoire finale. Score final, 6-1.
Reste alors à affronter la RFA pour savoir qui terminera premier de ce groupe, mais aussi de savoir quel adversaire héritera le Danemark en 8e de finale. En cas de victoire des voisins ouest-allemands, les Lions de l'Atlas se dresseraient sur la route des Vikings, une formation marocaine étonnamment vainqueur d'un groupe comprenant l'Angleterre, la Pologne et le Portugal. Dans le cas contraire, ce sera la Roja qui s'opposerait aux Nordiques, une équipe rappelant de mauvais souvenirs à cette sélection danoise, mais surtout à Preben Larsen, auteur du tir au but manqué face à l'Espagne en demi-finale du précédent Euro. Certains médias spéculent quant à la possibilité d'un arrangement entre les deux équipes, le Maroc étant alors injustement considéré comme plus abordable malgré ses performances. Il n'en sera finalement rien et les Danois, par orgueil et fierté, jouent la victoire car comme l'annonçait Sepp Piontek avant la compétition, une équipe ne peut assumer un statut de favori si elle ne peut remporter tous ses matchs. Le sélectionneur allemand Piontek va légèrement faire tourner son effectif en permettant au regretté Lars Hogg d'obtenir sa première cape avec les Danish Dynamite dans les buts. La formation va évoluer en 1-3-4-2 avec la titularisation des latéraux Henrik Andersen et John Sivbeck, tandis que le défenseur de métier Jan Molby remplace Bertelsen pour évoluer dans un rôle de soutien au milieu de terrain, mais décrochera en phase défensive pour se positionner aux côtés du défenseur central Søren Busk. Laudrup évolue alors dans un rôle de 9,5 et se repositionnera au milieu de terrain en phase défensive. Sous la chaleur insoutenable du stade de Santiago de Querétaro, Danois et Ouest-Allemands produisent un spectacle de très haut niveau, mais les gardiens Harald Schumacher et Lars Hogg maintiennent le score à 0-0. Un accrochage dans la surface de réparation allemande entre Wolfgang Roth et le libéro Morten Olsen, qui réalisera là l'un des meilleurs matchs de sa carrière malgré ses 37 ans, permet aux Danois d'obtenir un penalty à la 44e minute, penalty que transformera Jesper Olsen. En seconde période, l'entrant John Eriksen double la mise sur un centre à ras de terre de Frank Arnesen. Les Allemands poussent pour réduire le score, mais ils paient leur manque d'efficacité face au but, un but protégé par un Lars Hogg héroïque. Le score restera figé jusqu'au coup de sifflet final, et les Danois remportent là un succès de prestige face à l'un des grands favoris de ce mondial. Seule ombre au tableau, l'expulsion en fin de match du meneur de jeu Frank Arnesen, pour un coup de savate adressé à Lothar Matthäus. En ayant réalisé un carton plein en phase de groupe et au vu de la qualité de jeu proposée lors des deux dernières rencontres, les Danish Dynamite sont alors annoncés par la presse internationale comme les grands favoris de ce mondial et par la même occasion sont à leur apogée. Mais cela ne surprend aucunement les Danois, conscients de leur qualité, au point que Laudrup considère sa formation comme une alternative crédible au Brésil et dont la préparation pour la Coupe du Monde se déroula à merveille. Entre sessions tactiques de plus de 3 heures et entraînements quotidiens en haute altitude avec masque à oxygène, les joueurs furent en action quotidiennement de 8h à 23h afin de préparer ce rendez-vous planétaire de façon optimale. Certains joueurs sont également à leur paroxysme, à l'image du capitaine vétéran Morten Olsen, qui a 37 ans est l'un des joueurs les plus en vue en ce début de Coupe du Monde, ou Mikael Laudrup, qui bénéficiera d'un véritable coup de projecteur à l'issue de ce mondial. Mais le 8e de finale devant se disputer face à l'Espagne se fera sans un autre joueur de la sélection, le meneur de jeu Frank Arnesen, suspendu en raison de son carton rouge récolté face à la RFA. Piontek reprend alors son schéma de jeu habituel avec un 5-3-2 qui verra néanmoins Lars Hogg occuper de nouveau les buts suite à son baptême de feu plus que réussi face à la RFA, tandis que le latéral Henrik Andersen remplace Arnesen mais évolue en piston gauche, obligeant Piontek à repositionner Søren Lerby au cœur du jeu. Le reste de la formation habituelle est inchangé. Les Danois sont considérés comme les favoris de cette rencontre et la confiance règne au sein d'un groupe se jugeant apte à jouer la gagne. Un excès de confiance qui pourrait être fatal aux Danish Dynamite, qui plus est avant d'affronter une sélection finaliste du précédent Euro et habituée aux matchs couperets des grandes compétitions internationales. La confrontation face à l'Espagne au goût de revanche démarre tambour battant, avec plusieurs grosses occasions de part et d'autre. Les Espagnols, qui évoluent avec le même système de jeu, se montrent entreprenants sur les ailes, mais se font régulièrement surprendre par des contre-danois assassins. Et comme depuis le début de tournoi, ce sont les Scandinaves qui ouvrent la marque, sur un penalty consécutif à une faute commise sur Klaus Berggren. Jesper Olsen permet au Danemark de mener 1-0 après 33 minutes de jeu.
Les deux équipes se rendent coup pour coup et alors que l'on se dirige vers la mi-temps, un improbable fait de jeu va faire basculer le match. Jesper Olsen réalise une incroyable bourde en ratant totalement sa passe en retrait et permet à Emilio Butragueño d'égaliser. Une grossière erreur qui pousse alors Sepp Piontek à prendre des risques en demandant à sa formation de jouer directement vers l'avant et de se positionner très haut sur le terrain. Preben Larsson sonne alors la charge en début de seconde période avec cette superbe chevauchée qui se conclut cependant par une frappe trop axiale que capte aisément Zubizarreta. Les Danois poussent pour passer devant mais à la 56e minute, un corner de Victor Munoz dévié par Camacho trouve Butragueño qui donne l'avantage aux Espagnols. Les Scandinaves vont alors se découvrir un peu plus et malgré quelques tentatives lointaines, s'exposent à des Espagnols jouant parfaitement les contres. Les Danish Dynamite craquent nerveusement et Søren Busk déséquilibre Butragueño dans sa surface à la 69e minute. La Roja creuse l'écart par l'intermédiaire de Goycochea. 3-1 puis 4-1 sur un contre conclu par l'inévitable Butragueño, bien que celui-ci semble hors jeu. Butragueño se permettra même de planter une 4e banderie, à nouveau sur penalty, en toute fin de rencontre. 5-1, une humiliation qui renvoie les Danish Dynamite à la maison, alors que ces derniers semblaient aptes à assumer un rôle de favoris. Le Danemark a laissé passer sa chance, mais sa génération dorée réussit tout de même à se qualifier pour l'Euro 88, après s'être défait difficilement de la Tchécoslovaquie, du Pays de Galles et de la Finlande en qualification. Malheureusement en bout de course, cette sélection danoise arrive en Allemagne avec plusieurs absents tels que Frank Arnesen, Jan Mølby ou encore Bertelsen. D'autres joueurs sont diminués physiquement tels que le buteur Preben Larsson, Søren Lerby, Jesper Olsen ou encore Ivan Nilsson. L'arrière-garde est vieillissante, en témoigne notamment la titularisation en défense centrale dans le tournoi de Morten Olsson et de Søren Busk, respectivement 39 et 35 ans. L'éternel espoir Mikael Laudrup n'arrive pas à confirmer à la Juve en remplaçant Michel Platini au poste de numéro 10, tandis que Preben Larsson et Klaus Berggren se montrent moins réalistes devant le but et moins percutants en 1 contre 1. Et cela se confirmera tout au long de ce tournoi. Retrouvant l'Espagne, la RFA et l'Italie en phase de groupe, les Danois perdirent leurs 3 matchs en étant nettement dominés dans chacun d'entre eux. La prestation ratée du gardien Rasmussen lors du premier match face à l'Espagne, malgré un pénalty arrêté, poussera même Piontek à titulariser un jeune espoir du nom de Peter Schmeichel. 1 an et demi plus tard, une défaite face à la Roumanie lors du dernier match des éliminatoires du Mondial 90 prive les Scandinaves d'une nouvelle participation à la Coupe du Monde, ce qui poussera Piontek à démissionner et de nombreux joueurs à prendre leur retraite internationale, mettant alors fin à une génération dorée. Dans la lignée des Pays-Bas de Cruyff ou de Brésil Samba de Zico et Socrates, les Danish Dynamite de Sepp Piontek ont su au travers d'un jeu spectaculaire, plein de panache et de prise de risque, conquérir le cœur des fans du monde entier sans pour autant parvenir à accrocher un titre majeur. L'avenir de la sélection est alors incertain et l'on se demande bien comment les Danish Dynamite vont pouvoir réveiller la flamme et qui sait, pourquoi pas espérer jouer de nouveau les premiers rôles sur la scène internationale.